Alors, autre élément que tu as évoqué, Ange, tout à l'heure, qui m'a marqué, moi, mais je l'avais déjà entendu ailleurs, que des jeunes africains agriculteurs ne sont pas agriculteurs par choix. Pour les rendre agriculteurs par choix, il y a peut-être des éléments pour leur faire construire par eux-mêmes pour répondre aux besoins nouveaux sur place. Je pense que c'est une partie de l'offre que peut offrir l'Agri-Lab, le modèle des Fab Labs tel qu'il a été développé dans bien des endroits dans le monde, mais où pour la première fois, il se développe dans un lab complètement dédié à l'agriculture, qui est l'Agri-Lab de Lassalle avec ses partenaires à monter à Beauvais. Mehdi, tu en es le responsable. Est-ce que tu peux dans un premier temps nous expliquer ce qu'est un Agri-Lab et puis après se mettre aussi un petit peu en perspective. Tu étais aussi de l'aventure du Sahara, où on a quand même initié un certain nombre de choses, ou rêvé un certain nombre de choses qui se mettront en place. Est-ce que tu peux nous donner ces deux éléments? D'un premier, ce qu'est l'Agri-Lab, et d'un deuxième temps, qu'est-ce qu'on peut éventuellement commencer à vouloir faire? C'est une question difficile. De mots, qu'est-ce qu'un Agri-Lab, c'est un peu difficile. Mais pas le temps, tu prends le temps, tu prends 2 heures quand même. En fait, un Agri-Lab, c'est un centre d'innovation, encore un centre d'innovation, on va dire. Mais on avait rajouté une dimension un peu différente. C'est que ce soit un centre d'innovation collaborative où on met l'agriculteur au cœur du sujet. D'où vient cette idée-là? En fait, il faudrait que je vous explique un peu l'origine et la genèse de ce projet-là, parce que je parle vraiment d'un projet au-delà du lieu lui-même. L'Institut Polytechnique Unilassal, en fait, est un grand campus universitaire plutôt sur 3 sites, sur Rouen, Rennes et Beauvais, sur les SBTE, c'est le Champs-Élysées de la Terre et de l'Environnement. C'est un campus qui a 3000 élèves. Et on a eu aussi à Beauvais une chance, c'est qu'on a une exploitation agricole dans le campus et une volonté depuis plus d'une dizaine d'années de la valoriser autour de ce qu'on appelle l'agriculture de précision ou la ferme du futur. Moi, je ne viens pas du monde agricole. Je suis mécatronicien, j'ai fait du management de l'innovation dans différents domaines, c'est mon métier. J'ai une rencontre avec le directeur de l'Institut, Philippe Choquet, et un jour me disait, bon, en fait, on a une volonté territoriale de constituer un centre d'innovation pour l'agriculteur, et on ne sait pas comment faire. Et moi, je venais d'ailleurs de créer un Fab Lab dans la région. Je dis, peut-être que le pari serait qu'on laisse parler les agriculteurs, et comme ça, qu'on constitue un lieu où c'est l'agriculteur qui va driver l'innovation. C'est de là où est née cette idée de projet. Et en l'espace d'1 an, on a créé un laboratoire de plus de 3000 m², dans 1500 m² de prototypage. Il est sorti il y a 1 an et demi, ça fait juste 1 an qu'on a ouvert nos portes. En fait, maintenant on est 10 personnes, dont 8 ingénieurs, et un centre où il y a des équipements qui sont à destination en fait, des agriculteurs. Alors comment on a fait ça? Le premier constat là-dedans, quand on parle d'innovation aujourd'hui, c'est toujours sous-entendu que c'est l'innovation autour de la technologie. Et aujourd'hui, on a quand même une difficulté à imaginer le futur à cause des technologies. Parce qu'elles arrivent trop rapidement. Et surtout quand on parle de technologie, c'est Internet des objets ou l'IoT. En fait, c'est la 3e révolution de l'Internet. La 3e révolution de l'Internet a changé la face du monde depuis 2013. Et ce qui se passe, c'est que plus personne ne le maîtrise. Et on s'aperçoit aux États-Unis qu'ils ont changé de cap depuis 2013. Ils se sont dit, il va falloir faire un changement de paradigme. Il faut changer la méthode d'innovation et il faut s'inspirer de ce qui marche le mieux. Et ce qui marche le mieux aujourd'hui, pour faire court, c'est l'open source hardware. Et il y a des lieux qui utilisent ça depuis 20 ans. Ce sont les Fab Labs ou les Makerspace. On a fait exactement la même chose, on s'est dit, on va prendre ça et on va le mettre au cœur du sujet agricole. Du coup, on a créé ce lieu-là, on s'est dit, voilà, notre périmètre, c'est une exploitation agricole sur 4 axes, la production agricole, les nouveaux services de l'exploitation agricole, circuit court par exemple,
Et la première transformation, parce qu'on se dit, au lieu de vendre du lait, on va le vendre des yaourts, ou en fait, au lieu de vendre du blé, on va peut-être vendre de la farine. Et le dernier, c'est l'énergie. C'est un peu évident, hein. C'est la production d'énergie, la réduction énergétique dans l'exploitation agricole et les énergies renouvelables. Ça, c'est vaste. Et on s'est dit, on va mettre tous les outils nécessaires de production de solutions. Alors effectivement, dans la région, on a beaucoup de demandes, donc on va du big data jusqu'à la soudure pour les agroéquipements. Et on va mettre ça à disposition et on se fait le pari qu'on va apporter d'autres façons d'apporter l'innovation et pas l'innovation obsolète, vu que c'est les personnes, les utilisateurs finaux qui vont innover. De là, on a créé une charte. Cette charte elle est inspirée des Fab Labs. Et cette charte va un peu au-delà, elle a 4 missions. Donc la première, c'est le prototypage, donc dont j'ai parlé un peu là. L'innovation ouverte et ascendante, en fait, si on parle quand on dit l'utilisateur qui est mis au cœur du sujet, c'est l'innovation ascendante. Et une troisième mission, c'est de s'appuyer sur un réseau mondial. Donc il y a le réseau des agriculteurs, mais il y a le réseau des coopératives agricoles qu'on met à disposition à l'utilisateur, donc l'agriculteur lui-même. Et la dernière mission qui est un peu l'ADN des Fab Labs et qui est complètement évident aujourd'hui, c'est mission du respect du vivant. Le respect du vivant, c'est dire qu'on est de la biodiversité, l'agroécologie, mais aussi l'humain, c'est-à-dire le social, l'inclusion, par exemple. Et l'éducation, mais autrement, l'éducation par le faire. Donc on est complémentaires par rapport au campus universitaire. Même nos étudiants changent un peu, c'est-à-dire qu'ils viennent, ils apprennent autrement. Voilà en fait nos missions. Alors j'ai fait un peu le résumé de ça, je pense qu'après les questions, si vous avez des questions, je pourrais répondre un peu plus. Alors, tel que tu nous le décris, tu l'as dit à plusieurs reprises, ça ne peut fonctionner si ça répond à un besoin et surtout à une forte demande qui viendra des gens qui auront à le mettre en place. Alors, de la même façon, Mélie, j'ai eu la chance à plusieurs reprises de visiter l'AgriLab que tu as monté à Beauvais. À chaque fois, dans chaque atelier que tu veux à la fois les meilleures compétences, mais également les gens de terrain pour pouvoir construire tout ensemble. Donc comment tu imagines, je sais que tu y as déjà pensé, tu as même déjà d'ailleurs échangé avec des labs, pas dans le domaine agricole, mais des labs qui sont au cœur de l'Afrique, particulièrement avec ce que fait Jocolab dans un certain nombre de pays. Comment tu penses pouvoir mobiliser ces compétences là-bas? Elles existent, mais comment on va faire pour les mettre en œuvre pour pouvoir faire émerger ce besoin de terrain? En effet, c'est-à-dire qu'en l'espace de quelques mois, on avait un objectif au départ, c'est de dire qu'on rentre vraiment dans le réseau des Fab Labs. Donc là, au moins maintenant, on est une centre agréé de formation type Fab Lab avec le MIT. Donc pour rappeler que les Fab Labs, c'est le MIT aux États-Unis qui l'a lancé il y a 20 ans. Et il y a une très grande difficulté aujourd'hui, il y a plus de 1100 Fab Labs dans le monde. Ces Fab Labs-là respectent une charte. En fait, la charte elle est très simple, c'est je viens, je prototype moi-même et j'ai une obligation de transmettre mon savoir d'une manière ou d'une autre. Et le troisième qui est évident, je ne laisse pas les autres. En gros, c'est le respect par rapport aux outils et aux personnes. Maintenant, nous, on est dans un milieu rural. On est en plus dans une exploitation agricole. Et on a essayé de se poser la question de est-ce qu'on peut avoir d'équivalent dans le monde? En cherchant, on n'a rien trouvé. On a trouvé pas mal de Fab Labs au milieu urbain, quelques Fab Labs en milieu ruraux, et quand on en a parlé au MIT, c'est-à-dire à mon grand-père gourou, en fait, des Fab Labs, qui est Nick Gershenfeld, il dit de toute façon, ça fait 10 ans que j'essaie de structurer ça, j'y arrive pas. Et on s'est dit, bon, bah, notre pari, ce serait justement de structurer des labs, je ne veux pas les appeler Fab Labs, des labs adaptés au milieu rural, et avec des gens locaux, avec leurs propres moyens, et qui respectent la même charte. Et pourquoi ça ne pourrait pas fonctionner? Tu peux nous dire un petit mot de ce qu'est la charte, sans rentrer trop dans les détails? En fait, la charte, ça permet... l'historique, c'est que Nick Gershenfeld, il y a 20 ans, il avait un cours qui s'appelait How to do almost anything, sous-entendu comment faire à peu près tout avec un minimum de machines. Ce cours a eu tellement de succès. Il était demandé partout dans le monde et donc il a créé les premières formations distribuées, c'est-à-dire qu'il fait son cours magistral une fois par semaine et pendant une semaine dans un lab, les gens vont prototyper jusqu'à avoir le diplôme à la fin.
Et il a dit pour créer ça, il faut qu'il respecte une charte. Donc la charte, c'est je viens, je prototype moi-même, je partage mon savoir-faire, j'anime le réseau, c'est-à-dire je défends le réseau, et j'ai un minimum de machines. Et en 20 ans, c'est ça qui a créé ce réseau-là. Et nous, on s'est dit, au milieu rural, il n'y a pas besoin d'autant de machines. Il y a peut-être besoin d'une soudure ou même d'une scie ou n'importe. Mais la charte reste commune en fait en réalité. Et pourquoi ne pas créer ce qu'on appelle les agrélables, c'est-à-dire respecter la charte, mais qu'on a adapté à son milieu. Donc si je reviens au formateur, nous sommes des ingénieurs en mécanique, en électronique, on n'est pas dans l'agronomie. Pourquoi? Parce qu'au sein du campus universitaire, autour de l'écosystème agricole, les experts en agronomie, ils existent. On n'est même pas pépinière d'entreprise parce que les pépinières sont autour de nous. On apporte juste les compétences autour d'accompagner le besoin pour définir le besoin et le valoriser. Et quand on est allé au Sahara, moi j'ai rencontré le secrétaire général des Fab Labs d'Afrique de l'Ouest, de Djiolou, et qui lui avait cette recherche-là de dire on veut aller dans le milieu rural, on reste dans un milieu urbain, comment on fait? Et bien, c'est de là est émergé l'idée de se dire on va créer notre propre réseau, tout en s'adoubant au réseau des Fab Labs, mais on va renforcer le côté rural. Et c'est de là qu'on s'est dit, maintenant, ça serait bien de structurer ça. Et quand on en parle au niveau des réseaux des Fab Labs, il y en a beaucoup dans le milieu rural qui souhaiteraient rejoindre ce mouvement-là. Voilà en fait l'idée. Maintenant, comment trouver des compétences? C'est très simple. C'est pas des compétences en agronomie ou en agroécologie, ce qu'on appelle des farm managers ou agri-managers, peu importe, les responsables de là, ils sont responsables des machines. C'est-à-dire qu'eux, ils démystifient la technologie, ils mettent à disposition des utilisateurs sur place. On n'a pas besoin d'apprendre en écrivant ou en lisant des bouquins, c'est le côté pragmatique. Et ils le poussent à valoriser. Comment on valorise? C'est très simple dans le digital. Il y a YouTube qui existe, mais la personne parle. On leur apprend avec leur téléphone à valoriser leur projet. Et bien c'est une documentation. Ils écrivent à leur manière, ils peuvent écrire même dans leur propre langue, parce que dans la communauté, on peut s'entraider, quand il y a une bonne innovation, à traduire ça. Et en fait, l'innovation incrémentale, c'est-à-dire tout ce qui est inventé dans un bout du monde, il est récupéré, amélioré et reversé. Et pour protéger l'utilisateur, eh bien, il y a les licences open source, c'est les licences avec droit d'auteur. Ça n'a rien à voir avec les brevets, c'est juste pour qu'on ne puisse pas son idée pour mettre un brevet dessus. Donc il y a quand même une revalorisation. Je pense que c'est un point essentiel, c'est un point. On est dans une époque de collaboration. Il n'y a plus de transfert de savoir et de savoir-faire. Chacun doit avoir son savoir localement. Ce qu'on peut calquer exactement, c'est des modèles de collaboration. En gros, AgriLab n'a pas donné de leçon à qui que ce soit. En fait, il répond à un besoin territorial. Juste donner l'exemple qu'on peut réussir, dans un échelle de territoire, à créer ce type de milieu. Et si jamais on le crée, on peut se connecter du coup. Le digital fait son affaire, en fait, là-dessus. Ce qu'il y a, c'est que moi, je suis convaincu d'une chose. Dans chaque village, il y a des étudiants qui ont envie de créer de la valeur ajoutée localement. Ils étudient longtemps, mais ils n'ont pas leur métier, en fait. Eux, ils peuvent structurer des lieux de collaboration ou animer en fait de l'innovation. Et après, c'est à eux de trouver dans leur écosystème la valeur ajoutée. Maintenant, leur objectif, c'est de valoriser ça à l'échelle mondiale. C'est là où on revient au digital. Moi, c'est ça en fait que j'essaie de promouvoir. Et plus il y a de labs comme ça, plus nous on en bénéficie parce qu'on veut collaborer avec eux. Des innovations en Afrique, on a énormément. J'aimerais bien les appliquer ici, parce qu'il y a beaucoup d'exemples à prendre, et vice versa. C'est ça ce qu'il faut créer. Donc voilà notre mission. Check it out.